Le référendum sera un acte du peuple, simple et portant loin. Je vous consulte directement. Le référendum sert-il à quelque chose? Un référendum ne devrait être décidé que lorsqu'un grand intérêt national est en jeu. J'ai décidé d'appeler les Français à se prononcer par la voie du référendum. Le référendum, c'est l'esprit de la Ve République. Sud Radio. 9h, 11h. On aurait souhaité qu'il y ait un référendum. Le grand référendum. Dimitri Pavlenko. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Référendum. Très heureux de vous retrouver sur Sud Radio, apprendre et comprendre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On repart ensemble pour une semaine de référendum. Vous n'avez plus la parole sur Sud Radio, on vous la redonne. La question du Grand Référendum ce matin, faut-il supprimer le Sénat? La question revient régulièrement dans le débat public et à plus forte raison cette semaine car dimanche, le 28 septembre, on va renouveler la moitié du Sénat. Le Sénat que beaucoup aimeraient bien voir disparaître au moment du fameux Big Bang territorial promis par Manuel Valls, mais soyons lucides, il y a quand même peu de chances que cela arrive. Le Sénat fait partie des institutions que les Français à la fois connaissent le plus mal et qu'ils aiment le moins. Imaginé au départ comme un contrepoids aux députés, le Sénat est censé être la voix des territoires, mais dans l'esprit de beaucoup de Français, c'est surtout un refuge pour élus en fin de carrière. Des élus qui s'élisent entre eux au suffrage indirect, selon en plus des règles complexes de renouvellement par moitié, ici au scrutin majoritaire, là à la proportionnelle. Le Sénat, anomalie démocratique, dénonçait Lionel Jospin il y a 15 ans. Le Sénat, lieu de tous les conservatismes aussi, on l'accuse souvent de freiner le travail législatif, sans compter aussi son coût pour les finances publiques, près de 350 millions d'euros, soit plus d'1 million d'euros par sénateur. Alors, qu'en est-il réellement? Le Sénat est-il vraiment cet abri de vieillards? N'y a-t-il aucune vertu à la navette parlementaire qui permette à un texte d'aller et venir entre le Sénat et l'Assemblée pour être lu, amendé, modifié avant d'être voté? Plutôt que de supprimer le Sénat, ne vaudrait-il pas mieux le transformer? C'est ce dont on va parler ce matin dans le Grand Référendum. Vous votez oui ou non sur sudradio.fr. Vous avez la parole sur Sud Radio, apprendre et comprendre. 0826 300 315 centimes la minute pour prendre la parole à l'antenne. Vous avez aussi les SMS Sud, un espace, votre message au 71 200 et vos commentaires bien sûr sur la page Facebook Sud Radio ou sur Twitter. Vos messages avec le hashtag Sud Radio. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le Grand Référendum. Sud Radio, apprendre et comprendre le grand référendum ce matin. Faut-il supprimer le Sénat? Vous votez oui ou non sur sudradio.fr. Sur les réseaux sociaux, la page Facebook Sud Radio pour vos commentaires, de même que Twitter avec le hashtag Sud Radio. Par SMS aussi, Sud, un espace, votre message au 71 200. Et bien sûr, vous prenez la parole au standard 0826 300 300. Claire attend vos appels. Je vous présente nos invités ce matin. Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne. Bonjour. Bonjour. Je rajoute que vous êtes aussi candidate à la présidence du Sénat. Absolument. Absolument. Et Raquel Garrido, porte-parole internationale du Parti de gauche. Bonjour Madame Garrido. Bonjour. Je commence par vous Raquel Garrido parce que le Parti de gauche fait partie des partis qui appellent à la suppression du Sénat, la suppression pure et simple de l'institution, pas de transformation. Vous pensez que le bicamérisme, le fonctionnement parlementaire à deux chambres, ça ne fonctionne pas bien et donc vous pensez que le Sénat n'a pas de légitimité. Pourquoi donc Raquel Garrido? Mais effectivement, la suppression du Sénat est une des possibilités qu'on a proposées dans le cadre de notre proposition plus large, qui est d'obtenir la convocation d'une assemblée constituante pour faire une 6e République. Alors, l'idée de cette assemblée constituante, c'est que ce seraient tous les Français qui participeraient à l'édiction de nos nouvelles règles fondamentales, nos libertés, nos droits et nos institutions. Alors, évidemment, il est important de dire que ce serait l'Assemblée constituante qui aurait le dernier mot. Le Parti de gauche ne veut surtout pas pré-rédiger une sorte de constitution comme ça à huis clos qu'elle imposerait à tout le monde. Au contraire, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir le grand débat. Du coup, effectivement, la suppression du Sénat, c'est une option, effectivement. C'est une option sur la table. Pourquoi? Parce que le principe on va dire, de l'Assemblée nationale et de la représentation, une fois qu'on délègue une partie, admettons, de notre souveraineté législative pour faire des lois, c'est qu'à partir du moment où il n'y a qu'une seule nation, il peut y avoir qu'une seule chambre. Bon. Alors pourquoi une deuxième chambre? Historiquement, cette deuxième chambre, elle est là pour tempérer, en fait, disait-on, la fougue de l'Assemblée nationale. Mais
pourquoi tempérer la fougue de l'Assemblée nationale? Elle est trop fougueuse. Aujourd'hui, on voit bien que l'Assemblée nationale est tout sauf trop fougueuse. L'Assemblée nationale, elle est absolument godillotte dans le cadre de la Ve République. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est plutôt de revivifier une Assemblée nationale pour qu'elle puisse être dans un rapport constant avec les Français, avec une vraie porosité, un aller-retour qui serait par ailleurs garanti par des mécanismes, par exemple la révocabilité des élus que nous proposons, qui irait de tous les élus. Moi, je suis pas partisane du maintien d'un président de la République, mais s'il y avait un président de la République, il serait révocable. Oui. Alors, Raquel Garrido, je vous interromps, puisque sur la question du Sénat précisément, vous dites, c'est vrai qu'historiquement, ça a été conçu comme un limitateur de vitesse politique, un modérateur à la fougue, vous dites, de l'Assemblée nationale. Ça a été aussi historiquement conçu comme une chambre où seraient davantage représentés les territoires. Cette représentation territoriale, est-ce qu'elle ne manque pas finalement dès lors qu'on envisage de la supprimer pour ne garder qu'une Assemblée nationale? Je crois pas. Je pense qu'on peut trouver les moyens pour que l'Assemblée nationale également représente les territoires. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Les circonscriptions sont territorialisées. Il est absolument impossible d'avoir une Assemblée nationale à 50% composée de Parisiens, par exemple. C'est rigoureusement impossible. Donc, je pense que la question de la représentation des territoires est Mais il y a des concentrations d'élus dans les zones forcément les plus peuplées. C'était le principe quand on parle d'équilibre des territoires. C'est pour dire en Île-de-France où il y a 11 millions d'habitants, il y a nécessairement plus de députés que de territoires beaucoup moins habités, comme par exemple dans le sud-ouest de la France, pour prendre un exemple. Oui. Et finalement, quand on regarde ce qui se passe au Sénat, on s'aperçoit que finalement, il ne s'agit pas de ça non plus. Il ne s'agit pas de représenter les territoires. Le fait que vous ayez comme ça l'émergence de certains on va dire potentats locaux qui sont souvent des hyper-cumulards à la fois dans le nombre de mandats et dans le temps, finalement, représenter les territoires, comment qu'ont-ils fait pour les territoires? Qu'ont-ils fait pour les personnes sur ces territoires? En quoi les représentent-ils plus ou mieux que l'Assemblée nationale? Franchement, j'en doute énormément. Il faut toujours se poser la question du point de vue des citoyens. Et effectivement, les citoyens, partout en France, ont le droit d'exercer personnellement une partie de leur pouvoir. Et je pense que c'est important de dire que quand on aura des institutions de la Sixième République, il faudra prévoir une partie de démocratie directe. Je pense que la vieille démocratie à la papa, où on vote un jour et on revient 6 ans après, je pense que ça, c'est à proscrire absolument. Mais l'important, c'est donc du coup le droit des citoyens. Et aujourd'hui, le Sénat, je ne vois vraiment pas en quoi il respecte mieux que l'Assemblée nationale le droit des citoyens. Alors Raquel Garrido aussi, on se rappelle de cette phrase de Lionel Jospin qui, à la fin des années 90, disait « Le Sénat est une anomalie démocratique ». En fait, ce qu'il signifiait, c'était que c'est une assemblée où il n'y a eu quasiment pas d'alternance pendant près de 50 ans. C'est la droite qui était majoritaire. En 2011, basculement, les socialistes, la gauche, disons, devient majoritaire à condition de constituer une majorité un peu complexe, puisque la majorité de gauche au Sénat, c'est des socialistes, mais aussi des radicaux, des écolos, des gens du parti de gauche. Finalement, on sent qu'aujourd'hui, les socialistes sont moins enclins à dire que le Sénat est une anomalie démocratique. Dès lors qu'on tient cette assemblée-là, on tient à la conserver, Raquel Garrido? Écoutez, je pense que le Sénat est effectivement une anomalie démocratique parce que même en 2011, lorsque la majorité a basculé, entre guillemets, à gauche, rappelez-vous qu'une des premières choses qu'a faites le Sénat, et en particulier le groupe socialiste, à l'époque était présidé par Jean-Pierre Bel, je crois encore avant qu'il devienne président, c'était de s'abstenir sur le mécanisme européen de stabilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand débat qu'on a eu à l'occasion de la ratification du traité Sarkozy-Merkel. On appelait ça à l'époque le traité Mercosur, le traité européen sur l'austérité. Un des volets de ce traité, c'était le mécanisme européen de stabilité, qui est un mécanisme qui est par ailleurs très dangereux parce qu'il oblige les banques en cas de problème à prendre d'abord l'argent chez les déposants avant tout. Donc c'est très très dangereux. Et d'ailleurs, les socialistes y étaient opposés. Pendant la campagne. Sauf que, entre-temps, ils deviennent majoritaires. Le MES est soumis au vote du Sénat. Et comme, entre-temps, le Parti socialiste était gêné sur la position du MES parce qu'ils allaient gouverner, etc., ils ont décidé de s'abstenir, tous les socialistes, afin de maintenir la majorité à droite pour que le MES
passe grâce aux voix de la droite. Vous voyez, finalement, il y a un grand coquinage entre le PS et l'UMP, et peut-être que oui, ils sont attachés les uns et les autres aux moyens absolument incroyable que donne le Sénat aux uns et aux autres, et on l'a vu, bon, là, il n'y a pas besoin de revenir, mais on y parlera peut-être, mais le scandale du fonds de réserve et du fait que tout à fait, on en parlera, effectivement, oui. Voilà, on perçut directement sur leur compte personnel un certain nombre de moyens, mais même les moyens, je veux dire, qui sont utilisés de façon légale sont absolument considérables, et peut-être que certains sont attachés au maintien de cela, mais sur le fond politique, sur la question du mécanisme européen de stabilité, on a bien vu par exemple que la gauche pouvait décider que la droite, hop, une après-midi, revenait au pouvoir au Sénat. Raquel Garrido, porte-parole internationale du Parti de gauche. On pose cette question ce matin dans le grand référendum. Faut-il supprimer le Sénat? Vous votez oui ou non sur sudradio.fr. Vos commentaires également sur les réseaux sociaux, la page Facebook Sud Radio. Et vous prenez la parole aussi au standard 0826 300 300, 15 centimes la minute. On marque une courte pause et revient dans un instant pour donner la parole à notre seconde débattrice, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, candidate à la présidence du Sénat. Tout de suite. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio ce matin sur cette question. Faut-il supprimer le Sénat? Nous sommes avec Raquel Garrido, porte-parole internationale du Parti de gauche, et Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Alors, donc vous êtes candidate à la présidence du Sénat et donc vous avez pour cela rédigé un programme, et sur votre blog également vous consacrez beaucoup d'articles au travail des élus au Sénat, du travail des sénateurs. Avant d'entrer en fait dans les questions, on va dire un peu polémiques, je voudrais justement que vous nous éclairiez sur ce travail sénatorial. Vous dites aujourd'hui, on nous dévalorise systématiquement au Sénat, on dit qu'on ne travaille pas ou qu'on travaille mal. Le Sénat cible d'attaques nombreuses. Vous expliquez, vous, à contrario, que le travail sénatorial, c'est assez décourageant, en fin de compte. C'est-à-dire que, bon, d'abord, on vient d'assister à un réquisitoire extraordinaire du Parti de gauche. Je voudrais d'abord saluer Raquel Garrido, qui est avec nous. Voilà, absolument, qui vient de faire un réquisitoire sans appel. Là, franchement, je ne sais pas ce que vos auditeurs ont compris du Sénat ce matin, mais probablement, je vais avoir du mal toute seule à lutter contre cette avalanche de critiques. Mais justement, Nathalie Goulet, c'est pour ça que je vous tends le micro. Alors, dites-nous tout. On a un problème. On a un vrai problème au Sénat depuis 2011, et ce n'est pas à cause de l'institution, c'est à cause du manque de majorité politique, dont d'ailleurs le Front de gauche est un peu responsable. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de majorité, c'est difficile de voter des textes dans un système où le Sénat n'a pas de majorité, puisque le gouvernement socialiste ne tient pas sa majorité au Sénat, puisqu'une fois les radicaux, notamment les communistes tout le temps et les Verts de temps en temps ne soutiennent pas les textes du gouvernement. Donc à partir de là, si vous voulez, notre travail législatif pur est évidemment freiné par le manque de majorité. Tout le monde peut comprendre ça. Donc c'est pas un problème institutionnel. Vous dites que c'est un problème politique du fait qu'il n'y a pas de majorité claire. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas de majorité. Oui. Donc on peut pas travailler. Vous débattez des nuits et des jours, et les élus qui sont supposés soutenir le gouvernement lui font défaut. Donc vous comprenez bien que faute de majorité, on peut pas adopter de texte. Donc évidemment, notre travail législatif stricto sensu est évidemment extrêmement limité, voire réduit à zéro, et souvent des textes ne sont plus votés que par l'Assemblée nationale. Mais c'est pas la faute du Sénat, c'est la faute du défaut de majorité. Alors quel est le sens d'après vous de l'institution sénatoriale? À quoi donc sert le Sénat par différence avec l'Assemblée nationale? Alors, bon, d'abord, je voudrais juste vous dire un petit mot. Bon, chaque fois qu'il y a un problème, on veut toujours supprimer le Sénat. C'est cyclique à chaque fois qu'il y a des élections sénatoriales. Mais vous savez, Victor Hugo disait qu'un pays qui était gouverné par une seule chambre, c'était un bateau dans la tempête parce qu'il fallait de l'équilibre. Alors, le mandat... Que le Sénat soit passé pour une maison de retraite il y a des années et des années, je veux bien. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'était un peu le cas quand le mandat était de 9 ans. Parce que vous comprenez bien qu'avec un mandat de 9 ans, il y a un certain nombre de députés qui changeaient de chambre et terminaient leur carrière au Sénat. La composition du Sénat a changé, elle est plus jeune, elle est plus féminine, elle est plus dynamique, elle a moins de cumulards. La composition elle-même va changer, et ce qui va sortir des urnes le 28 septembre nous montrera aussi une modification. Alors, le travail du Sénat, c'est évidemment un travail législatif, mais c'est aussi un énorme travail de commission d'enquête. Nous avons été les premiers au Sénat
à avoir les commissions d'enquête contre l'évasion fiscale dès 2011 et 2012, donc bien avant l'affaire Cahuzac, à faire des propositions extrêmement importantes. Il y a un très très gros travail sur les commissions d'enquête. Moi d'ailleurs, je vais en présider une dans quelques temps à la rentrée sur les réseaux djihadistes que j'ai demandé il y a longtemps. Il y a un travail de fond. Il y a un travail de coopération internationale. Le Sénat travaille et travaille bien, non seulement avec ses élus, qui peut-être sont trop nombreux, mais ça on pourra en reparler. 348 sénateurs. Et une administration de première catégorie qui très souvent améliore les textes qui arrivent de l'Assemblée nationale. La rédaction du Sénat est réputée comme étant un équilibre à celle de l'Assemblée nationale. Alors les améliore ou les nuances, les désamorces, pourquoi, et parfois même les vident de leur sens. Non, ça s'appelle pas désamorcer. Vous voyez bien que très souvent, mais ça il faut que vos auditeurs comprennent. Les textes nous arrivent en urgence, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'une seule lecture par chambre, ce qui est déjà pas le principe. Puisque le principe, c'est qu'il y ait plusieurs navettes pour que les textes soient bien rédigés. Or, il se trouve que d'abord, on légifère trop et ensuite, on légifère mal. Parce que la loi, c'est quelque chose qui doit être précis, c'est quelque chose qui doit être utile et qui ne doit pas être bavarde. Or, ce qu'on a aujourd'hui, et pas seulement depuis 2012, mais on avait déjà un peu avant, sont des textes qui sont faits dans la rapidité, qui sont mal travaillés, qui sont mal rédigés, qui sont donc mal appliqués et qui sont parfois trop bavards. Donc ce qu'on a dans la deuxième rédaction, il faut bien comprendre que le fait que le Sénat soit examiné, que les textes soient examinés par le Sénat dans le cadre de la navette, améliore la rédaction. Le fait de temporiser, c'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ça l'était peut-être avant, mais ça n'est pas du tout comme ça, parce qu'en général, on a les mêmes objectifs et les mêmes enjeux. D'accord. La seule chose qu'on n'a pas, c'est la même vision. Le problème, c'est le recours, donc, vous dites, à l'emploi quasi systématique de la procédure d'urgence dans l'examen des textes, Nathalie Goulet. Ça, c'est très très mauvais. Oui. Ça, c'est très très mauvais. Il va encore nous arriver un texte là, sur le terrorisme, qui va être un texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale en une seule lecture, qui va arriver chez nous, alors qu'on a besoin de pouvoir réfléchir aux mécanismes de prévention du terrorisme sans voter dans l'urgence des textes cosmétiques qui parfois ne rendent pas les services qu'on attend d'eux. Donc, si vous voulez, la navette parlementaire, c'est aussi un moyen de mieux légiférer. Tout le monde se plaint de ce qu'il y a trop de lois, de ce qu'il y a trop de décrets, de ce qu'il y a trop de réglementations, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a beaucoup de textes qui sont extrêmement mal faits, notamment en matière d'urbanisme, en matière sociale, vous vous rendez pas compte. Donc c'est la machine parlementaire. C'est la machine parlementaire dans son ensemble, vous dites, qui aujourd'hui fonctionne mal, fonctionne en sur-régime, et du coup, le travail intellectuel n'est pas fait, n'est pas suffisant, autant chez vous qu'à l'Assemblée. Le travail de réflexion n'est pas suffisant, et si vous voulez, on a une espèce de diarrhée législative, parce qu'on a des textes qu'on vote dans l'émotion. Vous avez eu il y a quelques années un texte parce qu'il y a eu des accidents sur des manèges. Alors des chiens. On a eu des textes contre les manèges qui tournent, les chiens qui mordent, les piscines qui noient. Alors, vous pouvez pas légiférer sur tout et en même temps les gens ont besoin de plus en plus de sécurité, sont de plus en plus déresponsabilisés. Donc on demande à la loi de faire un tas de choses qu'elle n'aurait pas à faire. Et donc on est en sur-régime législatif avec une mauvaise qualité d'écriture de la loi. Donc c'est extrêmement important qu'on puisse avoir deux visions des mêmes textes. Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne. On parle de cette question ce matin sur Sud Radio. Apprendre et comprendre. Faut-il supprimer le Sénat? Vous votez oui ou non sur sudradio.fr, les réseaux sociaux pour déposer vos commentaires aussi sur la page Facebook Sud Radio, sur Twitter. On lira ça dans un petit instant. Sud Radio. 9h, 11h. Je vous consulte directement. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio Apprendre et comprendre. Ce matin, faut-il supprimer le Sénat? Nous sommes avec Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, candidate à la présidence du Sénat. Raquel Garrido, porte-parole internationale du Parti de gauche. Et Alexis Bachelet, député socialiste des Hauts-de-Seine, cofondateur de la Gauche Forte qui nous a rejoint. Bonjour Monsieur Bachelet. Bonjour. Vous faites partie des élus socialistes qui dites aujourd'hui très clairement que le Sénat, c'est peut-être parmi les institutions qu'on pourrait supprimer, c'est celle-là qu'il faudrait envisager de faire disparaître. Pourquoi, Alexis Bachelet, dites-vous que le Sénat, c'est une institution, peut-être comme le disait Lionel Jospin, une anomalie démocratique? Vous partagez ce constat? Sur le constat, je pense que
pratiquement tout le monde aujourd'hui dans notre pays assiste de façon médusée à l'état de décomposition de nos institutions républicaines. La réforme du Sénat, je pense, ça serait une pierre pour une réforme institutionnelle d'envergure. Réformer le Sénat, donc ne pas le supprimer. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. En tout cas, avant de le supprimer, je pense qu'il faut déjà engager un débat dans notre pays sur la réforme des institutions dans leur globalité. Mmh. Après, la question de la suppression du Sénat dans ce cadre-là peut parfaitement être posée. Il n'y a pas de sujet tabou a priori. Mais de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, le statu quo n'est plus possible parce que, vous l'avez dit, c'est une anomalie démocratique pour deux raisons. La première raison, c'est que le mode d'élection du Sénat est un mode indirect. Donc ce ne sont pas les citoyens qui désignent leurs sénateurs, ce sont des grands électeurs. Donc moi, de toute façon, dans une république digne de ce nom, tout système à élection indirecte où au fond, il n'y a pas de débat politique devant les citoyens sur les choix, mais une élection un petit peu entre élus. C'est de l'entre-soi actuellement le fonctionnement du Sénat. Ça, il faut le bannir parce que nécessairement, les gens ne comprennent pas d'ailleurs très bien ce que font les sénateurs et le mode d'élection y est pour beaucoup. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que le Sénat actuellement est basé sur une représentation départementale. Et ce sont effectivement les élus issus des communes. Donc c'est les collectivités territoriales d'hier. Et même, j'ai envie de dire, d'avant-hier, parce que le découpage départemental, il a plus de 200 ans. Donc je pense qu'à minima, si on devait avoir une réflexion, il faudrait refondre totalement le mode de scrutin et le mode de représentation des sénateurs pour qu'ils soient élus directement par les citoyens et sur une base, à mon avis, qui serait plutôt régionale, puisque la collectivité territoriale, on peut dire d'avenir, celle en tout cas sur laquelle on fonde beaucoup d'espoir dans le futur de l'organisation de notre pays, c'est plutôt la région. Oui. Alors, Alexis Bachelet, donc vous nuancez un peu les propos que vous teniez, notamment au mois de mai-juin, où vous disiez pourquoi pas supprimer le Sénat. Est-ce que c'est la même réflexion qui a été faite au gouvernement, où Manuel Valls, lorsqu'il a évoqué cette hypothèse, s'est tout de suite vu face à une levée de bouclier? C'est dangereux d'envisager la suppression du Sénat? On sait que le général de Gaulle, par exemple, s'y était cassé les dents en 1969, par exemple, Alors, je ne sais pas si c'est dangereux en soi, je ne le pense pas. Ce qui est dangereux dans notre pays, c'est le changement et la réforme. On est dans un pays, en France, qui est extrêmement conservateur et frileux et où on a du mal, au fond, à faire évoluer les choses, même si à chaque élection, tout le monde veut changer. Mais enfin, en réalité, quand on prend les sujets les uns après les autres derrière, c'est extrêmement compliqué. Donc, le Sénat, il n'y a pas de raison que ça y échappe. Moi, si j'ai évolué, c'est qu'entre le moment où j'avais effectivement débattu de ce sujet-là et maintenant, j'ai sorti un petit livre qui s'appelle « Contre la mort de la gauche » avec 3 collègues socialistes, Yann Gallu, Valérie Rabault et Karine Berger, et que dans ce livre, on amorce un certain nombre de propositions sur la réforme des institutions. Notamment, on propose de supprimer le poste de ministre et de faire évoluer le Sénat de la manière dont j'ai indiqué. Et pourquoi est-ce qu'on maintiendrait le Sénat dans ce système-là ? Tout simplement parce qu'on a un président de la République qui est aujourd'hui la clé de voûte de nos institutions, qui détient énormément de pouvoir et qui est quasiment irresponsable au sens où personne ne le contrôle. Personne aujourd'hui ne peut contrôler la manière dont le pouvoir sont exercés par le président de la République. Et donc, le fait d'avoir une Assemblée nationale avec des pouvoirs renforcés, c'est ce qu'on propose, et de maintenir le Sénat, c'est une façon d'avoir des contre-pouvoirs face au poids de l'institution présidentielle qui est, pour moi, de toute façon, exorbitant et dont on voit parfaitement les limites, puisque ce à quoi nous assistons depuis quelques jours, c'est une hystérie présidentielle. 3 ans de l'élection, on ne parle que de ça, ça sature les médias, il n'y a aucun débat de fond, on ne parle que de machin contre truc, bidule contre truc muche, et les Français, je pense, sont totalement écœurés de ce spectacle, et on va, je vous le dis, vers de gros déboires si on continue comme ça, parce qu'on va démolir totalement notre démocratie en France. Alexis Bachelet, député socialiste des Hauts-de-Seine, merci d'avoir été avec nous. Donc des arguments qui recoupent certains des arguments que vous avanciez. Tout à l'heure, Raquel Garrido, porte-parole du parti de gauche. Dire un mot ? Oui, c'est Nathalie Goulet, vous voulez intervenir ? Oui, pardonnez-moi, je ne veux pas couper la parole, mais si vous laissez des planches de discussion comme ça, on ne va pas pouvoir beaucoup avancer sur un certain nombre d'idées, parce que
plaquer des raisonnements. Donc, je ne sais pas comment vous allez organiser vos réponses. Mais sur la question de la représentativité, notamment l'élection, le Sénat a été élu au suffrage indirect. Ça, c'est. Les auditeurs comprennent quelque chose sur ce qu'on fait. D'abord, dans les territoires ruraux que j'ai l'honneur de représenter et dans un certain nombre de territoires, on connaît ces sénateurs, ils sont sur le terrain, ils aident les dossiers. Alors qu'on revoie la composition du Sénat, mais c'est l'ensemble des institutions. Il y a aussi 577 députés, il y a 348 sénateurs. Il est absolument évident qu'il y a trop de parlementaires. Mais la absolument, je suis d'accord. C'est que dans une période de crise économique, dans une période de grands troubles sociaux, dans une période où les gens manquent de repères, l'antiparlementarisme est quand même quelque chose d'assez classique. Donc ce genre de débat que vous menez ne nourrit pas la reconstitution des institutions. Ce qu'il faut quand même expliquer, c'est qu'on a un système extrêmement démocratique, que le suffrage indirect pour les sénateurs, c'est pas moi qui l'ai créé, ni les collègues qui sont là aujourd'hui qui l'est comme ça. S'il faut revoir les institutions, il n'y a pas de difficulté. Le problème, c'est quelle est notre efficacité. Oui. Quel type de loi on fait? Est-ce que les gens se sentent aujourd'hui représentés par leurs élus? Alors, je peux vous dire une chose, c'est que dans un département rural comme le mien, parce qu'on parle quand même de choses concrètes, là, on sort, parce que, je veux dire, les gens qui critiquent les institutions parce qu'ils n'ont jamais réussi à y être élus, c'est aussi quelque chose qu'on pratique. Oui, enfin, les gens qui critiquent n'ont pas forcément l'aspiration à être élus, mais il y a une forme de mécontentement quand même, c'est vrai. On évoquait tout à l'heure le coût de l'institution. Le mécontentement, il part quand même de haut. J'ai l'exemplarité. Ce qui se passe, parce que vous avez eu l'obligeance de lire ma prose, mais ce qui se passe quand même, c'est que quand on a des affaires comme l'affaire Cahuzac, ça rejaillit sur l'ensemble des élus. Monsieur Thévenot, la semaine dernière, vous allez quand même pas me dire qu'il rend service aux élus, alors que la grande majorité des élus de France sont des gens absolument rigoureux et qui font leur travail sur le terrain et qui passent un temps fou dans l'intérêt général. Oui, enfin, vous dites ça, mais il y a aussi le blocage sur la levée d'immunité de Serge Dassault quand même. Ça aussi, ça porte. Ça finit par sortir de la maison. Mais je pense qu'il faut, si vous voulez, revoir le fonctionnement des institutions. C'est ce que je propose dans mon programme. Et je pense qu'il faut aussi moins de parlementaires avec plus de moyens, notamment des commissions d'enquête, notamment une ouverture au public, notamment une meilleure compréhension de ce que font les parlementaires. Si vous voulez, Madame Goulet. Raquel Garrido du Parti de gauche. Allez-y. Oui, pardon, je vous coupe, je vais juste vous poser une question parce que vous parliez du travail parlementaire du Sénat. Alors tout à l'heure, vous évoquiez l'idée que c'était difficile de travailler parce qu'il n'y avait pas de majorité. Alors que moi, dans le fond, je ne vous reproche pas cela parce que je pense que le travail que vous faites de tâcher tant bien que mal de vous opposer aux horreurs qui sortent actuellement de l'Assemblée nationale, je veux dire, c'est déjà bien, c'est déjà ça. Mais ce qui me semble plus choquant, au-delà de la question de la représentativité et du fait effectivement qu'il y a très très peu de gens qui votent pour des sénatoriales, ce qui est quand même un problème, un signe du fait qu'il y a un problème, c'est la question de votre absence de réaction à la réforme territoriale. Bien aujourd'hui, Alexis Bachelet le mentionnait, le désir par le monarque de la Ve République de refaire la carte de France sur un coin de table pour effacer totalement les départements qui justement sont issus de la Grande Révolution française pour leur mettre. C'est pas fait, ça quand même, Raquel Garrido. Heureusement, mais c'est pas grâce au Sénat. Parce que normalement, c'est au Sénat qu'on aurait dû sentir, je veux dire, le feu de l'opposition à cette réforme. Alors, attendez, on va. Je suis d'accord avec vous, mais d'abord, le Sénat a réagi. Mais si vous voulez, vous parlez de la réforme territoriale. Alors, je sais pas. J'espère que les gens vont suivre, que nos auditeurs vont suivre de quoi il s'agit. Mais la réalité, moi, je suis dans un département extrêmement rural. J'ai des communes de 14 habitants. D'accord ? Il y a un moment où il va falloir revoir l'organisation. La réforme est mal ficelée. Oui. Alors, Nathalie Goulet, on s'écarte un petit peu de notre sujet. Oui, bien sûr. On va marquer une petite pause et j'aimerais qu'on parle effectivement des évolutions qu'on pourrait envisager à l'institution sénatoriale. Il y a des projets justement des propositions qui ont été faites pour faire évoluer le Sénat. On va essayer d'en parler dans un petit instant. Sur Sud Radio, Apprendre et comprendre. La question ce matin, je vous la rappelle, faut-il supprimer le Sénat? Nous sommes avec Raquel Garrido du Parti de gauche, avec Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, et Alexis Bachelet, député socialiste des Hauts-de-Seine. Vous laissez vos commentaires également sur la page Facebook Sud Radio et vous votez sur sudradio.fr. Une petite pause et on revient dans un instant. Sud Radio. Dimitri Pavlenko.
Le grand référendum. Le grand référendum sur Sud Radio, apprendre et comprendre. Ce matin, faut-il supprimer le Sénat? Et Jacques sur Facebook nous dit « Le Parlement a souvent 2 chambres dans toutes les démocraties. La France ne fait pas exception. Beaucoup de sénateurs sont jeunes comme Sophie Joissin ou Samia Ghali. Allusion à cette réputation d'assemblée de vieillards que se trimballe le Sénat. » Josiane, elle, pense qu'il faut supprimer le Sénat. S'il ne sert à rien, il nous coûte très cher. On devrait même diminuer le nombre de députés à l'Assemblée nationale avec 200. Ça suffirait. Alors 200 députés, je ne sais pas si c'est le compte idéal. Néanmoins, on pourrait parler de comment faire évoluer le Sénat. Et depuis quelques années, on voit qu'il y a des propositions qui sont faites. Il y a qu'à regarder ce qui se fait aujourd'hui en Italie. Le Premier ministre italien, le président du Conseil italien, Matteo Renzi, souhaite actuellement transformer le Sénat italien en assemblée des régions. Raquel Garrido, du côté des propositions qui sont faites, il y a celle aussi du sénateur Europe Écologie Les Verts, André Gattolin, qui voit exactement les choses de la même manière qu'en Italie. Il faut transformer le Sénat en chambre des régions avec une élection des sénateurs au suffrage universel direct, de manière à avoir une représentativité améliorée. Qu'est-ce que vous en pensez, Raquel Garrido? Moi, je suis absolument hostile à ce fait régional qui émerge partout en Europe, où on crée des petits monarques locaux qui ont énormément de pouvoir et qui sont en vérité très très loin des citoyens. Je pense que le problème de la représentativité ne serait absolument pas réglé par ce genre de mesures. Alors aujourd'hui, on a à l'Assemblée nationale des députés qui parfois, sachez-le, sont élus avec 3, 4, 5, 6% des inscrits. Enfin, je veux dire, ce sont des taux d'abstention océanique, mais qui ne remettent absolument pas en cause dans la tête de ceux-ci ou de leurs collègues le fait qu'ils soient soi-disant l'expression de la souveraineté ou de la représentativité. Le Sénat, on l'a dit, pareil, n'est pas représentatif tout simplement parce que c'est une liste très très récente de gens qui votent. Donc non, il faut revenir à un système, enfin il faudra revenir, il faudra créer, il faudra faire, grâce à l'Assemblée constituante pour la 6e République, un système où vraiment les citoyens auront, si j'ose dire, la laisse courte entre eux et les élus, et aussi un rôle direct pour pouvoir participer. Mais il n'en demeure pas moins qu'il pourrait y avoir d'autres fonctions pour d'autres chambres. Par exemple, si dans les institutions de la 6e République, nous rendons fondamental un certain nombre de principes, par exemple la règle verte. Alors la règle verte, c'est le fait que nous ne prélevons pas dans la nature sur une année plus que la nature ne peut rendre. Voyez bien du coup que quand on est dans un travail législatif, il faut vérifier que la loi en question est conforme à ce principe de règle verte. Alors qui vérifie? Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel actuel, dans sa composition actuelle, et qui va bientôt, avoir en son sein un président de parti, preuve à quel point que tout ça est sans qu'unité. Vous parlez de Nicolas Sarkozy. Je parle de Nicolas Sarkozy, qui a textuellement l'interdiction d'être président de parti tout en étant membre du Conseil constitutionnel. Et ce n'est pas parce qu'il n'y siège pas que ça change quelque chose, puisqu'il n'a en droit pas le droit de démissionner. En tout cas, sur le principe de faire évoluer le Sénat en Assemblée des régions, vous y êtes opposé. Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne. Je termine sur cette idée. Il pourrait y avoir un groupe humain, effectivement, des citoyens, qui serait chargé de contrôler, de vérifier à chaque fois si la règle verte est bien appliquée au moment d'édicter chaque loi, vous voyez. Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, sur cette idée d'une meilleure représentativité du Sénat, introduire une élection au suffrage direct. Pourquoi pas aussi faire entrer des représentants d'associations, de groupes sociaux dans la composition du Sénat? Nathalie Goulet, ça fait partie des pistes de réflexion que vous envisagez, vous, pour faire évoluer l'institution du Sénat? Bon, écoutez, il y a une espèce de... Non, moi je pense que le Sénat, dans l'immédiat... Le problème, c'est est-ce que les gens se reconnaissent dans leurs élus? Est-ce qu'ils ont confiance en eux? Alors, vu ce qui se passe dans les partis politiques, excusez-moi de vous dire, je suis assez contente de ne pas être encartée. Je suis rattachée au groupe centriste, mais je suis pas encartée, parce qu'avec ce qui se passe dans les partis politiques, Big Malion et autres, je vois pas comment les gens peuvent croire en la politique, ni en les personnes qui les incarnent. Bon, ça c'est la première chose. La seconde, oui, il faut moins d'élus. 2, il faut plus de moyens pour travailler et être plus proche du terrain. 3, je suis absolument d'accord avec le problème de la représentativité, parce que vous avez un certain nombre d'élus qui ne sont là que parce qu'ils sont des apparatchiks. Vous avez 12 sénateurs parisiens qui vont être très contents de ce que je leur dis ce matin, enfin, qui sont des gens qui font pas campagne et qui n'ont pas du tout le même travail que des sénateurs des champs, comme moi ou comme d'autres de mes collègues qui sont élus dans les territoires ruraux. Vous Donc voyez, finalement, on n'a là, pas du tout le même métier. Représenter les territoires, vous dites même là, pour le coup, le Sénat échoue dans cette mission-là, puisque le poids de la capitale est plus important que celui de n'importe quelle autre région. Il échoue pas du tout. Il échoue pas du tout. Il faut juste revoir comment fonctionne la maison. Quand vous avez coup sur coup Dassault, Floss, Cahuzac,
dans la même semaine ou dans le même mois ou dans la même année, la crédibilité de l'institution est ébranlée. Donc je pense qu'avec une nouvelle gouvernance, on va mettre en place des nouvelles règles de fonctionnement dans la maison. Et j'espère qu'à un moment ou à un autre, on pourra débattre sereinement de diminuer le nombre de parlementaires. Ça, ce sera déjà un bon signe. Plus de transparence, d'ailleurs, ça fait partie de vos leitmotifs de votre programme. Notamment sur un certain nombre d'autres points, sur le fonctionnement du bureau. Je propose, comme le faisait la commission d'enquête sur l'évasion fiscale, dont j'étais vice-présidente, mais je vous indique que j'ai payé mes impôts, et je les ai même déclarés d'ailleurs, c'est incroyable pour un vice-président. Donc la commission d'enquête du Sénat avait proposé une délégation permanente à l'évasion fiscale et la fraude fiscale pour pouvoir suivre tous ces textes en permanence. Et donc, oui, j'ai des propositions très sérieuses sur plus de transparence et une meilleure gouvernance du Sénat. Et Mme Goulet, seriez-vous d'accord avec la révocabilité? Parce que je vous suis dans l'importance de la transparence. Donc la transparence permet d'avoir des informations. Mais une fois qu'on les a, les informations, par exemple les fausses déclarations, par exemple les faits qui sont à la limite de la légalité, comment on fait pour destituer un élu? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on le voit dans le cas de M. Thévenoud, les élus sont seuls maîtres de leur propre maintien. Ils sont à la fois juges et partis. Moi, je plaide pour la révocabilité des élus. Ça existe dans 18 États des États-Unis. Ça existe en Amérique latine. Ça pourrait s'appeler le référendum révocatoire à partir de 8 mandats. Pour l'instant, on est dans un état de droit. Vous parlez de cela, mais il y a des élus du 92 qui continuent à siéger. Et là, je voudrais quand même faire une petite parenthèse. C'est que tant qu'il n'y a pas un jugement d'inéligibilité, les gens peuvent continuer à être élus. Mais vous avez une responsabilité ahurissante de l'électeur. Parce que l'électeur qui remet un bulletin dans l'urne avec le nom de quelqu'un qui a été condamné 3 fois, je veux dire, il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? La loi peut pas tout faire, la morale peut pas tout faire. Moi, je plaide pour un retour de l'éthique en politique. C'est un gros travail. Mais je pense que la révocabilité ne serait pas une mauvaise solution. Mais aujourd'hui, on est dans un état de droit où les choses passent par les tribunaux. Voyez, oui, mais vous voyez bien que la révocabilité, pas du tout. Oui, c'est bien, je le note. Parce que la révocabilité, vous voyez bien que ça peut répondre à des faits qui sont délictueux, mais aussi des faits qui ne sont pas délictueux et qui tout simplement, par exemple, procèdent de la trahison programmatique, on va dire. Vous voyez, c'est un gros mot, mais l'idée qu'on a élu quelqu'un pour quelque chose, et puis ce qu'il fait, c'est tout à fait autre chose. Et que son action politique n'est pas conforme aux engagements qu'il avait pris. Voilà, et que donc il faut une corde de rappel. Ça, c'est légal, mais c'est pas bien. Ces promesses électorales, ça arrive au moment de l'élection. C'est l'électeur. Vous prenez plus de poids et plus de rôle pour le citoyen, et donc c'est à lui que revient la charge de ne pas voter. Quand vous avez quelqu'un qui a 3 mandats, 2 mandats plus des intercommunalités, etc., et que vous mettez encore son bulletin dans l'urne pour un syndicat d'électrification, un syndicat d'eau, un parc, un pays, une communauté de communes, vous vous exposez à ce qu'il est un mandat de plus. Donc il y a aussi une responsabilité de l'électeur. Et maintenant que le vote blanc est reconnu, je veux dire, l'électeur, il a aussi une vraie responsabilité là-dedans. Le vote blanc, alors... Et pourquoi? Alors on s'écarte un petit peu du sujet, là. On s'écarte un petit peu du sujet. On en a à parler du... On s'écarte pas du tout. On s'écarte pas du tout. Toutes ces questions sont des questions à placer dans le contexte d'une grande réforme institutionnelle dans laquelle nos citoyens doivent avoir leur mot à dire. C'est ça qui est pas Oui, mais pourquoi pas supprimer le Conseil économique et social et environnemental dont tout le monde se fout et que personne ne sait ce qu'il fait. Alors ça fait partie d'ailleurs ça fait partie, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, des options qui sont proposées pour faire évoluer le Sénat. Certains envisagent de le fusionner, ces conseils économiques et sociaux avec le Sénat. Non, pas fusionner. Non, mais moi je suis absolument partisan. Ah mais si, c'est vraiment c'est une proposition qui est faite, ça. Il ne faut pas avoir de recyclage. Il faut arrêter de recycler les copains. Ça, c'est un truc qu'il ne faut plus faire. C'est Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, qui est avec nous, de même que Raquel Garrido, porte-parole du Parti de gauche. La question ce matin, faut-il supprimer le Sénat? Vous votez sur sudradio.fr, vos commentaires également sur les réseaux sociaux, la page Facebook Sud Radio, 0826 300 15 centimes la minute pour prendre la parole à l'antenne. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour les 60 secondes. Sud Radio. Dimitri Pavlenko
Le grand référendum. Sud Radio apprendre et comprendre le grand référendum ce matin. Faut-il la supprimer? Le Sénat est sur sudradio.fr. Vous votez pour le moment à 79% en faveur de la suppression, non à 21%. Les commentaires également sur Facebook, assez partagés. Certains sont pour, certains sont contre. On va donner la parole à nos deux invités ce matin pour résumer leurs argumentaires. Ce sont les fameuses 60 secondes. Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, est avec nous. Et Raquel Garrido, porte-parole internationale du Parti de gauche. Raquel Garrido, je commence par vous. 60 secondes pour nous résumer votre argumentaire. Pourquoi vous êtes favorable à la suppression du Sénat? C'est à vous. Nous vivons aujourd'hui dans une démocratie d'apparat. La norme, normalement, en République, c'est que le pouvoir est entre les mains des citoyens. Or, on voit bien tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat que ce n'est pas le cas. À l'Assemblée, il y a des députés qui sont élus avec très peu de voix des inscrits. Et au Sénat, c'est encore pire puisque les citoyens n'ont même pas le droit de voter. Et c'est pourquoi il faut absolument supprimer le Sénat, mais dans le cadre d'une grande discussion nationale, dans une Assemblée constituante pour une 6e République, où effectivement, on pourrait avoir des principes comme la proportionnalité, qui éviterait que la grande majorité des représentants soient issus forcément de l'UMP et du Parti socialiste, ce qui est un manque absolu de représentativité, mais également où on pourrait mettre des mesures comme la révocabilité des élus, c'est-à-dire le fait qu'à partir de la mi-mandat, nous citoyens, si on réunit un nombre X de signatures, pouvons rappeler les élus parce qu'on a considéré par exemple qu'ils ont trahi leur programme. Voilà, c'est terminé Raquel Garrido. Ça va vite, 60 secondes. Je résume votre argumentaire. Vous dites nous vivons dans une démocratie d'apparat, trop faible représentativité des citoyens tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Au Sénat, c'est aggravé parce que c'est un suffrage indirect. Il faut supprimer le Sénat dans le cadre plus large d'une réforme des institutions et introduire pourquoi pas de la proportionnelle et la révocabilité des élus à mi-mandat. Ça, c'est vraiment une idée forte que porte le Parti de gauche. On va donner la parole maintenant à Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, candidate à la présidence du Sénat. Pourquoi, Madame Goulet, d'après vous, 60 secondes pour nous dire pourquoi il faut maintenir l'institution sénatoriale. C'est à vous. D'abord parce qu'elle n'a pas failli. Premièrement, c'est pas parce qu'elle n'a pas de majorité en ce moment que l'institution doit être autant décriée. L'institution en elle-même vaut largement la peine d'être défendue. Les élus sont des élus de terrain qui défendent extrêmement bien leur territoire. Par ailleurs, moi je suis plutôt pour une réforme du Sénat, éventuellement moins d'élus, bien entendu. Ensuite, plus de pouvoir, plus de commissions d'enquête. Je pense que les gens doivent se rapprocher de leurs sénateurs, regarder le travail qu'ils font et ensuite juger. Évidemment, les apparences jouent contre l'institution car elle a complètement perdu sa crédibilité ces 3 dernières années et ce n'est pas de la faute de l'institution, c'est de la faute des gens qui l'incarnent et des sénateurs qui n'ont pas forcément rempli leur mission parce qu'encore une fois, nous n'avions pas du tout de majorité. Donc je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je vois que vous avez mis Ballerina Girl comme chanson de générique, mais le Sénat n'est pas une danseuse de la République. Le Sénat est une institution sérieuse. C'est terminé, Madame Goulet. Bon travail. Bon, alors je résume. Vous dites le Sénat n'a pas failli. C'est pas un problème d'institution, mais plutôt un problème politique d'absence de majorité parlementaire claire au Sénat. Vous dites au contraire, il faudrait peut-être plus de pouvoir au Sénat, plus de commissions d'enquête. Les gens doivent apprendre à connaître leurs sénateurs. Et même si les apparences pour l'heure jouent contre les institutions, vous plaidez d'ailleurs pour davantage de transparence. Merci Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi Raquel Garrido, porte-parole internationale du Parti de gauche. Débat, je vous en prie, le débat continue sur sudradio.fr. Vous continuez à voter sur la page du grand référendum. Les réseaux sociaux également pour nous laisser tous vos commentaires, la page Facebook Sud Radio ou encore sur Twitter, vos messages avec le hashtag Sud Radio. Vous pouvez aussi bien évidemment prendre la parole. Sud Radio, c'est fait pour ça. Vous venez nous dire ce que vous en pensez. 0826 300 315 centimes la minute.